Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Coin du Feu pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et je suis toujours accompagné par mon comparse Cook. Salut à tous. Et donc voilà, premier épisode à quatre mains de l'année. C'est vrai, je me dis 4 mains ça fait beaucoup, mais en fait non, c'est normal. C'est normal, oui, tout à fait. Enfin, jusque là ça va. Ça veut dire qu'on a... Et bonne année, hein, on s'est pas dit bonne année. Bonne année. Un peu en retard. Hein. Et voilà, ouais, non, mais c'est bien, ça fait plaisir de tous vous retrouver là. Parce qu'on a eu le droit à un petit chrono critique qui était bien cool d'ailleurs. Ah bah, et puis merci. là, on va rattaquer avec un bon vieux classique de chez Classique. Hein. Ouais, je savais pas que c'était un classique, mais en me renseignant, effectivement, c'est un classique dont j'avais jamais entendu parler, ce qui C'est vrai. est assez étrange du coup. Mais, Ouais, carrément, ouais. mais on peut pas tout savoir. Hein. Ah, mais moi je pensais qu'un puits de science comme toi était au courant de ce genre de choses, vois-tu. Voilà, tu vois que Eh bien non. j'ai mes failles aussi. Exactement, ouais. Donc bah pour pas spoiler le truc, hein, parce que de toute façon vous l'avez vu dans la miniature, on va parler de Doma les chiens, de Clifford C. Mack, qui est donc un classique de la science-fiction, et qui s'inscrit dans les romans qui apparemment faut avoir lu. Hein. C'est vrai que moi je l'ai lu très tard, de toute façon, donc tu vois, quelque part j'étais un petit peu passé à côté. Et on va discuter de tout ça parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein. Je pense que s'il a acquis son statut de classique, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs je ne sais même pas, enfin pas vraiment ce que toi t'en as pensé. Je sais à peu près, mais Comment ça, tu sais à peu près? Bah tu m'as dit ça m'a plu, mais enfin tu m'as dit c'est bien, mais Ouais. voilà. Donc, Ouais, vu que... comme je dis ça à chaque fois, en fait tu ne sais pas du tout. Ouais. Justement, j'ai hâte d'en parler. Bon, il est dans ma pile à donner, hein. Mais il est bien. Par contre, il est bien. Est-ce que j'attaque direct avec ma blague ou pas? Ah, allez, C'est la vas-y. question. Comme ça, moi, c'est fait. Non, mais j'allais la faire parce que Clifford, qui parle de chien. Il va falloir m'expliquer. Bah, Clifford, le gros chien rouge. Le dessin animé. Oh putain, alors ça, c'est une référence que j'ai pas du tout, par contre. Parce que c'est super nul, là, c'est pour ça. Ah, mais d'accord, ok. Donc, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé des années 90, je crois. Et je crois Ah qu'il y a eu un film dernièrement en 3D dégueulasse pour Noël, je crois que j'ai vu. Ok. Voilà, mais il n'y est pour rien, hein. Ça n'a Aucun rapport. Ouais, Enfin, moi, tu sais, dans les que années je sache, 90, j'étais déjà un daron. Bon, bah le fait que ça parle d'animaux, enfin comment dire, comme personnages principaux, mais pas tout à fait, ça peut faire un indice pour lesquels j'ai pas trop aimé. Je suis pas trop tous ces trucs d'allégorie, etc. Avec des animaux en tout cas, je suis pas trop fan. Mhm. Mais bon, il y a d'autres choses, donc on va développer. Je vais, comme d'hab, parler un petit peu de la vie de monsieur Clifford Donald C. Mack, Mhm. qui est donc né le 2 août 1904. C'est un écrivain américain de science-fiction, comme tu l'as dit. Alors, mais c'est important de savoir qu'il est américain quand même, puisqu'il fait partie de ces grands auteurs américains. Mm. Donc, il est détenteur de plusieurs prix Hugo, donc pour Carrefour des Étoiles, Way Station en 64. Il a aussi des prix Nebula, dont le titre de grand maître qu'il a eu en 76. Il a aussi eu un titre de... alors c'est Science Fiction and Fantasy Writers of America. Donc c'est pareil, c'est un peu le même truc que grand maître pour le prix Nebula. Voilà, en fait il fait partie des auteurs de l'âge d'or de la science-fiction américaine. C'est la même époque qu'Asimov, en gros. Voilà, Ouais. ça fait partie des trois grands noms, avec c'est Richardson, je crois, le troisième. Celui qui a fait Starship Trooper, les trucs comme ça, quoi. Étoile garde à vous, voilà le titre français. Super, tiens, je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, ça il y a s'appelait des- Starship Trooper. Donc, je crois qu'ils ont fait un retour en arrière. On a dit non, on va peut-être laisser ça comme ça. Pour les films, ouais, c'est plus vendeur, mais à la base, c'est un bouquin, ou une série de bouquins, je sais plus. Mais il a fait beaucoup d'autres choses, enfin, on le connaît notamment pour ça, mais il a fait pas mal de trucs assez connus. Ok. Et quand tu sais que c'est lui, tu fais ah oui, c'est vrai. Et ça date à peu près de la même période. Ok. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, parce que l'âge d'or de la science-fiction américaine, je maîtrise pas complètement, il y a des trucs que je connais, mais pas tout. Donc on revient à Clifford, hein, qui était, Monsieur C. Mack, c'est plus poli de l'appeler par son Son vieux pote. c'est Cliff. Cliff D. On l'appelait le chien rouge dans le milieu, je crois.
On va jamais avancer. Non. Ça s'appelle délayer. Ouais, voilà, c'est une technique de radio. Non, ça marche. Donc Monsieur Sibak était fils de fermier, figure-toi. Mhm. Il vivait à la campagne entouré d'animaux. Petit indice. Il devient journaliste et publie plusieurs nouvelles dans les années 30, dont City, première nouvelle de Demain les chiens, qui est publiée dans Amazing Stories, donc qui a été à ce moment-là récemment reprise par John Wood Campbell, donc personnage important dans le milieu de la publication de science-fiction américaine. Donc dès le départ en fait, il est quand même, enfin dès le départ, au moment où il publie City dans les années 30, il fait partie un peu toute le, comment dire, ce bouillon d'auteurs qui inventent en fait la science-fiction moderne. Donc c'est dans les années 50 que Simak se met à l'écriture de romans, puisque jusque-là il était que dans les nouvelles, donc à 54 ans, si je dis pas de bêtises. Comme beaucoup d'auteurs de l'âge d'or, qui commençaient du coup par des nouvelles, c'est le cas de Asimov, et ensuite ils sont passés dans le roman. D'ailleurs on pourrait faire beaucoup de liens entre la série de Fondation et Demain les chiens. Enfin, si on prend le premier livre, la première Fondation, c'est une série de nouvelles aussi à la base. C'est ça, qui forme une histoire d'ailleurs. C'est ça, et on est un peu dans le même type d'univers et de narration finalement, mais on en parlera plus en détail après. Donc Demain les chiens sera publié en 1952, donc en tant que roman complet. En 62, il devient Monsieur Sibak devient journaliste scientifique et en 1967, il obtient le prix Minnesota Academy of Science Award pour son travail de vulgarisation. Donc non seulement il écrit de la science-fiction, mais il est aussi activiste en fait dans le milieu de la vulgarisation, c'est-à-dire permettre à la population de se familiariser en fait avec les sciences qui explosent à ce moment-là. La deuxième partie du XXe siècle, il y a quand même des évolutions scientifiques qui s'accélèrent en fait et qui intègrent de plus en plus le quotidien des gens. D'ailleurs, c'est un des thèmes aussi du bouquin. Hein. Effectivement. Tu vois, je sélectionne mes informations. C'est vrai, c'est bien foutu. Hein. Il y a du travail, il y a du tri et tout. Donc Simak considère la technologie comme dangereuse mais nécessaire. Il est plus porté sur la foi, la religion, mais se méfie grandement des églises. Une de ses premières publications dans le fanzine Martel Tales s'attaque au sujet de Dieu. Donc à l'époque en plus, donc c'est avant les années 30 je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est un thème qui peut être considéré encore comme blasphématoire aux États-Unis. Donc il a quand même des prises de position assez claires et assez marquées. Dans ses récits, il va utiliser beaucoup de thèmes, notamment la nature, l'anthropomorphisme, l'humanisme. Par exemple, dans sa nouvelle Au carrefour des étoiles, c'est un roman, je crois. En fait, on suit un homme immortel qui vit dans une maison qui est une gare, où les extraterrestres viennent le visiter comme des voisins. En fait, c'est comme si là, il y a quelqu'un qui sonnait, et puis c'était, un plutonien, par exemple. Voilà. Pour finir sur Demain les chiens, à proprement parler. Donc, alors je le décris moi comme un récit asimovien. Parce que c'est ce que tu m'avais dit, c'est ça qui m'avait interpellé dans ton message. Qui est constitué donc de 8 nouvelles publiées entre 44 et 52 dans le magazine Astounding Science Fiction, puis rassemblées pour être publiées par Gnome Press en 1952. C'est à ce moment-là que Simak a ajouté les introductions des chercheurs canins. Donc en fait, chaque nouvelle est introduite par un petit texte d'explication à destination des lecteurs chiens, pour qu'ils comprennent un peu les éléments de la culture humaine qui est soit un mythe, soit une réalité très lointaine. Et en 73, Simak écrit une 9e nouvelle qui est incluse dans certains recueils dès 1980. Voilà, pour faire le tour un peu de l'évolution en fait du récit, puisqu'il a subi des modifications au fur et à mesure. Et le plus important, c'est effectivement, je pense, l'introduction ce qu'ils appellent les exégètes. C'est des textes. Des textes qui vont en fait donner une dimension différente aux nouvelles. C'est-à-dire que les nouvelles sont incluses dans un univers
Et donc nous, on est à la fois, on est dans 2 univers différents, celui des textes, des nouvelles, et dans celui du monde des chiens tel qu'il est quand les chiens lisent les nouvelles. Et ça permet en fait de donner une dimension différente aux nouvelles qui sinon auraient quelque chose d'assez étrange. Parce que chaque nouvelle apporte une sorte un peu comme une fable, d'où l'anthropomorphisme qui peut faire penser, qui moi m'a fait penser à Jean de La Fontaine forcément, puisqu'on dirait des petites fables qui ont une morale à la fin, et à chaque fois on évolue en même temps que la morale en fait. Et il y a un peu ce truc là de Asimov où à chaque fin de partie dans Fondation, on apprend une chose nouvelle, on apprend une leçon qui va permettre de continuer l'histoire et qui sera reprise et améliorée par la suite. Ouais. Donc c'est en ça que je trouve que les deux se ressemblent, et l'anthropomorphisme, encore une fois, m'a beaucoup fait penser à tout ce truc de la fable. Il y a d'autres trucs, il y a La ferme des animaux aussi qui est un peu dans cette idée, je sais plus qui c'est. Orwell. Classique, ouais c'est ça. Donc il y a ces 2 grands éléments qui me sont venus à l'esprit quand j'ai lu. Et vu que je suis ni un grand fan d'Asimov, ni des fables, ni de l'anthropomorphisme, ça va pas... on va dire, l'univers, pour moi, est parfaitement oubliable. Enfin, il m'a pas motivé à lire. Par contre, la manière dont c'est construit et les questions qui sont posées sont plutôt intéressantes, clairement. Après, voilà, c'est... moi, je le mettrais dans une bonne moyenne de bouquins. C'est un classique, donc c'est intéressant, je pense, de l'avoir lu pour se rendre compte un petit peu de ce qui se faisait en science-fiction à ce moment-là. Mais moi, si je devais faire un top de science-fiction, je le mettrais pas, quoi. Mm-hmm. Je sais pas, toi, si je sais que t'es un peu plus enthousiaste, c'est toi qui l'avais proposé. Ouais, mais après, je te rejoins sur ce que tu dis. Après, simplement, je pense que c'est important de préciser que justement le bouquin ne parle pas, il parle des chiens dans une certaine mesure, mais c'est pas le sujet principal en fait. On parle vraiment beaucoup des humains et justement de ce que devient l'humain avec comment dire, avec les éléments du début, parce qu'on part d'une base où justement les humains visiblement ça va déjà pas super bien, ils commencent à être vachement individualistes et tout ça, et donc il va découler beaucoup de choses de ça. Il y a beaucoup de questions qui vont commencer à se poser pour eux, donc on reste quand même dans une certaine mesure dans la science-fiction, surtout au fur et à mesure où on avance dans les textes. Mais les chiens, bien sûr, il y en a, et ils s'appellent pas Demain les chiens pour rien, ce truc-là, mais j'ai trouvé qu'ils arrivaient beaucoup plus tard. Moi, si tu veux, la première fois que je l'ai lu, ce bouquin, je l'avais pas aimé du tout, parce que justement, je m'attendais à un truc déjà en place avec la société canine déjà établie. Bon, là c'est le cas, mais c'est pas vraiment le sujet. Là on suit vraiment la fin de l'espèce humaine et le début de l'espèce canine. Ouais, pardon. Non, vas-y. Et du coup donc oui, il y a de l'anthropomorphisme, mais pas non plus à outrance, parce que c'est pas vraiment le sujet en fait au final. Ça reste quand même l'humain pour moi, le sujet principal. Bah oui, parce que c'est un livre à destination des humains, même si eux ils veulent nous faire croire que c'est à destination des chiens avec les petits textes. Notamment, en fait, à chaque début de nouvelles, on a une confrontation en général entre 3 grands noms de la recherche, de chiens qui font des recherches sur les humains, à savoir un camp qui considère que l'humain est vraiment une fable, en fait, n'a jamais existé. Et c'est une manière en fait de raconter des histoires, de créer, comme nous on s'est créé nos mythes avec les dieux, etc. Tout simplement. Il y a justement des gens qui considèrent qu'ils ont vraiment existé et qu'ils étaient pas très loin de ce que sont les dieux pour nous, comme ces religions où le dieu a foulé la terre, enfin les dieux ont foulé la terre et sont partis. Et un dernier camp qui considère que c'est une civilisation disparue en fait. Voilà, c'est comme nous, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme civilisation disparue, non humaine, je sais pas, les dinosaures dodos par exemple. Ah oui. Ouais, les dodos, les dinosaures. Ouais. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce parti pris, et moi ça m'aurait plus intéressé qu'il ait écrit en fait un livre qui disserte entre ces 3 personnages-là. Plutôt que les fables. Moi je trouve les textes des fables, il y en a des plus ou moins bonnes, mais bon, oui, c'est vrai, ouais. Je m'en fous un petit peu.
Enfin, y a rien dedans qui m'intéresse vraiment. Je suis pas. Les personnages me parlent pas, l'univers me parle pas. Voilà, c'est pas une ambiance qui me plaît outre mesure. Mais le fait de se dire c'est lu par des petits chiens, voilà, qui voient le monde différemment de nous, et ça fait partie de leur culture, etc. Ça m'a un peu plus accroché. Tu vois, j'ai essayé de me mettre dans la tête d'un petit chiot qui va à l'école, et puis on lui refile ça, quoi. Les textes d'intro sont vraiment fun, j'aime bien parce que il y a vraiment une sorte de scepticisme en fait, genre oui bon bah voilà on vous raconte ça, mais bon on pense pas que ça s'est peut-être passé, ça a peut-être pas passé, moi j'y crois pas trop et tout. Et, ce que j'aime bien justement, c'est que ça nous concerne, quoi. C'est ça, mais c'est que le narrateur il reste assez neutre, il présente les points de vue comme un vrai scientifique. Comme un scientifique, ouais, c'est ça. Et pour le coup, pour avoir lu beaucoup de littérature scientifique quand j'étais à l'université, c'est vraiment écrit dans un style que tu pourrais retrouver dans toute cette littérature scientifique, tu vois. Ça peut être vraiment un livre publié par une université, ou je sais pas moi, des morceaux d'un mémoire ou d'une thèse par exemple. Et c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher. C'est du coup, je rentrais un peu dans ce truc de chercheur en lisant les textes, en me disant ah tiens ouais, ça renvoie à telle fable, etc. On voit que là il y a une espèce de concordance sur les actions des humains. Tu vois, je rentrais vraiment dans ce truc du chien qui doit analyser une civilisation qu'il connaît pas, qui a disparu, mais dont il reste des éléments à droite et à gauche, et il faut être capable en fait de voir ce qui est de l'invention de ce qui n'est pas de l'invention. Et ce qui est dommage, c'est que dans les textes eux-mêmes, on sent qu'ils n'ont pas tellement subi de modifications par rapport à... Enfin, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il soit écrit dans un style qui fasse sentir que c'est pas écrit par un humain pour un humain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, ça aurait été compliqué. Alors que là, ça fait bizarre parce qu'on sent que c'est écrit par un humain pour des humains. Oui, c'est ça. Mais il n'y a aucune raison que ce le soit, puisqu'au moment où ce livre doit paraître, il n'y a plus d'humains. Donc il faudrait vraiment avoir une édition critique pour être capable d'expliquer tel terme, pourquoi ça c'est une tradition, ou ça c'est une manière de faire, ou tu vois. Ça m'a un peu manqué dans l'intérieur même du texte, d'avoir des remarques où on sent que le narrateur n'est pas humain mais un chien. Ou un autre, puisque les autres animaux aussi commencent à évoluer et à être capables de produire des choses, etc. Donc ça aurait été intéressant, je pense. Ouais, ça c'est pour la forme. Pour la forme, ouais. Puis d'ailleurs, on voit bien que moi, c'est vrai, quand j'ai commencé à le lire, c'était limite une analyse sociologique. En fait, c'est ça qui m'a fait marrer, c'est que, on commence par des chiens qui sont des animaux quand même super sociaux, qui analysent le mode de vie d'une civilisation qui était à la base sociale et qui justement s'est désolidarisée au fur et à mesure, parce que c'est un peu le point de départ justement de ce Demain les chiens, c'est-à-dire que les gens vivent dans des grandes villes à la base, et que ces grandes villes ont commencé à être désertées par les humains pour qu'ils commencent à aller vivre en campagne. Justement, je pense que ça met en relief quand même pas mal de problèmes de l'époque. Tu parlais de la science, tu parlais de la technologie, tout ça. Dans le premier texte en tout cas, même après, mais le point de départ de tout ça, c'est vraiment ça en fait. Et ça part du point de départ que les humains ont l'air de se désolidariser justement parce que la technologie commence à évoluer. Je crois qu'il y a même presque plus d'essence, il n'y en a plus besoin si je me souviens bien. Et que les gens peuvent vivre tranquilles en autonomie dans leur ferme, et qu'ils n'ont plus besoin de grand chose. Ils peuvent faire pousser leurs légumes, si je me souviens bien, en culture hydroponique. C'est ça. Donc, ça commence à être le cas aujourd'hui. Voilà, ouais, mais c'est vrai que c'est marrant. Et pour l'énergie, ils n'utilisent plus de carburant, puisque l'énergie de ces époques-là qui est rentrée dans la vie de tout le monde, c'est le nucléaire en fait. Et ils utilisent des avions qui marchent à l'énergie nucléaire. Tout le monde a son petit avion. Tout le monde a son avion, c'est ça. Les voitures, on peut se rendre d'un point A à un point B extrêmement rapidement. C'est ça, ouais. Il n'y a plus besoin de voiture, ouais. Et en fait, cette technologie qui apporte un certain confort, du coup, va faire que l'humain va se replier sur lui-même. Et plus on va avancer, plus la technologie va évoluer, et plus il sera seul. Et on va finir à un moment où les derniers humains auront plus de liens en fait avec les robots qu'ils ont créés qu'avec les humains qui ont évolué, les mutants. Les mutants, qui est en fait une autre sorte d'humain qu'on voit pas beaucoup. Eux ont tellement évolué
en termes d'intelligence, etc., que eux aussi sont très très individualistes, encore plus que les humains normaux, puisqu'en fait ils s'affranchissent du regard des autres et du jugement des autres. Ça aussi, je trouvais que c'était assez intéressant, c'est que bon, il est évident qu'il faut pas se conformer au regard des autres pour être soi, en fait, pour avoir son individualité, etc. Mais le regard des autres a aussi d'une certaine manière donne un cadre avec lequel on peut jouer, justement, donc s'y plier et ne pas s'y plier. Or, si on ne s'y plie jamais ou si on s'y plie tout le temps, bah, finalement on s'évapore un petit peu, et j'ai l'impression que en sous-texte c'est un peu ce qui est expliqué. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'un ensemble, il y a une partie de toi qui doit une partie de ta liberté, mais ça c'est le truc classique, hein, qui doit se substituer au groupe. Mais en fait, le fait d'être dans le groupe va te donner des choses que tu n'aurais pas par toi-même. Et d'où l'intérêt de le mettre en relation, comme tu disais, avec les chiens, qui sont par essence des animaux sociaux, peut-être même encore plus que les humains. D'ailleurs, il y en a un qui est couché là, qui est en derrière la porte. Méfie-toi, ça se passe bien. Ça se trouve, il comprend, il écoute. Hein. Ouais, sûrement. Et justement, moi j'observais comment il se comportait avec les autres chiens, avec les autres personnes, etc. Et lui, il va jamais se conformer en fait à mon regard, puisqu'en fait, j'ai le regard d'un humain sur un chien. Mais par contre, il va se naturellement, par instinct, il va avoir certaines habitudes avec les autres chiens. Tu vois, il y a une espèce de code implicite. C'est un code, oui, c'est ça. Ouais. Qui va pas détruire leur individualité, mais qui va faire que dans telles circonstances, ils vont quand même savoir se comporter. Alors, pas toujours de la bonne manière, mais en fait, sans la technologie, sans tout ce qui nous aide, nous, à se comprendre et à échanger, bah, eux, ils arrivent à le faire instinctivement. Et je me demande si ça fait pas partie du sous-texte, en fait, que quelque part, en voulant évoluer trop vite ou sans faire attention à comment on évolue, en fait, on perd nos moyens de communication. Puisque là, un des éléments importants du roman, un des points de bascule, c'est le moment où un des personnages principaux, on suit une famille, en fait, une dynastie sur des milliers d'années. Et un de ces personnages-là est un grand savant. Il communique avec Mars, avec les Martiens, grâce avec Zoom, en gros, hein, avec Tout Skype, simplement, quoi. voilà, c'était le Zoom de l'époque, c'est une sorte de téléphone où il arrive à limite avoir l'image de ce qui se passe là-bas, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, les odeurs, le goût. Il est limite transporté tout en restant sur Terre. En restant chez lui. Et d'ailleurs, il peut plus quitter chez lui, parce qu'en fait, à force de technologie et de refermement, il est devenu agoraphobe. Alors, j'en dévoile pas plus, mais à cause de ça, en fait, ça va entraîner un événement qui va l'empêcher de faire quelque chose, qui va être le point de bascule de la civilisation humaine. C'est un texte très touchant, moi en tout cas ça m'a... Parce qu'en fait au début il n'est pas conscient de son agoraphobie, puis il s'en rend compte à un certain moment, et puis quand il le découvre, bah ouais, comme tu dis, c'est le point de départ de quelque chose, et puis on sent vraiment abattu parce que... Bon, on peut pas trop en dire, mais c'est vrai que c'est un événement quand même assez... on peut dire tragique, hein, ça. Voilà. Bah oui. Et surtout que... Cette détresse qu'il a, moi ça m'a touché personnellement. Bah, surtout qu'en fait, à un moment, il combat cette agoraphobie, c'est-à-dire qu'il fait tout pour pouvoir partir et faire ce qu'il a à faire pour arranger les choses. Et en fait, c'est le robot qui vit avec lui, qui l'aide dans sa vie, etc., qui va pas le prévenir que les gens qui devaient le transporter sont arrivés. Donc ils sont repartis sans lui. Ouais. Parce que le robot s'est dit, non. Il va pas changer cette habitude-là, en fait. Voilà, vous partez jamais d'habitude, donc pas de raison que vous partiez avec eux. Donc j'aurais dit, non, monsieur ne part pas. C'est les Webster, la famille Webster. Ouais, c'est ça. Et le robot, c'est Jenkins. Et c'est important, en fait, que ce soit à cause du robot. C'est-à-dire que l'homme, même s'il combat ses peurs, de communiquer, d'aller vers l'extérieur, il va arriver à un point où la technologie va tellement l'assister qu'en fait la technologie va le garder dans il va se replier sur lui-même, cocon de confort. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui quand tu arrives à un certain niveau de vie, en fait. C'est là-dessus où je voulais rebondir, c'est qu'au final il était pas si loin que ça, il était quand même un peu visionnaire par rapport à ça. C'est que pour moi il est plus... Ça se vérifie tous les jours, en fait, maintenant. C'est ça, il est plus visionnaire qu'Asimov pour moi, de manière générale. Enfin,
Asimov, lui, il réfléchissait plus, donc là je parle de fondation, en termes de vraiment de civilisation et de comment dire, le déclin de la civilisation et comment faire pour la bloquer. Enfin, en tout cas, trouver des alternatives. Là, Monsieur Sibak, il est plus sur de toute façon, toute civilisation va s'écrouler, puisque la fin de la nouvelle, enfin des nouvelles plutôt, va aussi vers la fin de la civilisation des chiens, si on réfléchit un peu. Enfin, ça peut être quelque chose qui arrive. Une piste. Une piste, ouais. Et donc c'est plutôt comment est-ce que les civilisations disparaissent. Et la civilisation humaine, c'est, en tout cas, moi c'est ce que j'ai compris, c'est la fin de la communication et la disparition par la technologie. Et d'ailleurs, les humains ils ne meurent pas en fait, ils sont juste, ils dorment dans des rêves qui se sont choisis. Donc c'est quand même le summum du confort, c'est-à-dire que tu n'as plus à te préoccuper des choses matérielles et physiques. Et il y a certains textes, justement, en l'occurrence celui-ci, là, où on a vraiment l'impression que l'homme repart de zéro, en fait, qu'il a plus rien, même s'il a tout, qu'il a plus rien. Et moi, ce qui m'a fait penser à ça, c'est cette image, justement, où Webster, il est dans son bureau, là, il est face à sa cheminée, en fait, il est tout seul, et moi, ça m'a vraiment fait penser, limite, à un feu de camp, tout seul, isolé, tu sais, un peu comme l'allégorie de la caverne, où on te fait... on te fait voir des trucs. Enfin, là, en l'occurrence, je pense que c'est la technologie, et qu'en regardant vraiment les choses, eh ben, elles sont pas du tout comme elles sont. Et j'ai l'impression que ça, c'est ce qu'il essaye un peu de nous faire comprendre, en fait, que là, on est un peu retour au primitif, parce qu'il n'y a plus personne. Limite, la Terre, là, elle commence à se vider. Il y a plus de il n'y a plus d'interaction les uns les autres, en fait, parce que tout le monde commence à sombrer un petit peu dans l'agoraphobie. Et je trouvais ça vachement intense, parce que là, à ce moment-là, c'est quand il a plus rien, ou qu'il se rend compte qu'il a plus rien, qu'il a peur de tout, qu'il va commencer à vouloir essayer de changer les choses. Mais c'est un peu trop tard. Et il y a un côté aussi extrêmement fataliste, j'ai trouvé, dans tout ça. Et ça va se prouver aussi par la suite, hein, de toute façon. Parce que même si la technologie va arriver à les faire bouger et à faire bouger les choses, et ben, moi j'ai trouvé qu'il y a toujours ce retour à l'individualité, l'individualité qui était présent, en fait. Donc au final, même s'il a essayé de changer de planète, ou essayé de changer de mode de vie, l'humain au final... de la vision de l'auteur, en tout cas, on a l'impression qu'il est voué à toujours être assisté et à être auprès de la technologie, en fait, et assisté par la technologie, pardon. Et en ce sens-là, j'ai trouvé ça vraiment déprimant, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on s'y dirige tout droit, et que maintenant, si on nous enlevait la technologie, on serait plus, entre gros guillemets, capable de faire grand-chose, ou alors on serait vraiment perdu, en fait. Ah bah ça c'est sûr et certain. Après, je pense pas que l'humanité s'écroule sans technologie, parce que rien que la roue c'est une technologie. Je pense que la roue c'est pas un secret. Oui, non, mais sans parler de trucs hyper high-tech, mais des trucs basiques, l'électricité. Et d'ailleurs, il y a un super roman de Barjavel, je crois que c'est la fin des temps, la nuit des temps, non je crois que c'est la fin des temps, qui traite de ce sujet, où il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus rien, et on voit bien que l'humanité bascule d'une minute à l'autre, quoi. Ah bah c'est clair, moi sans électricité, je me jette par la fenêtre. Si jamais ça arrive. D'ailleurs, je crains les coupures de courant, je vous les fenêtres dès qu'il y a la coupure de courant. Le mec se sent emprisonné. Non. Tout va bien, t'inquiète. Et puis, je trouve que là, on s'est concentré sur l'humain, mais cette idée de technologie qui mène quelque part l'humanité à sa perte, même si elle apporte des choses, il n'est pas dans la négation totale de la technologie. Non, pas du tout. Je pense qu'il prône plus la parcimonie, en fait. C'est ça, une espèce d'équilibre. Et chez les chiens, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que les chiens vont apprendre aux côtés des hommes. Déjà, ils vont apprendre à parler. Ça, c'était assez chouette. Et ils vont avoir en fait, eux, ils vont pas tellement se servir de la technologie... au même titre que l'humain, ils vont plus développer leur sens, que Simak décrit comme plus avancé que ceux de l'homme, enfin de l'humain. Ce qui est en partie vrai, de toute façon, on le sait, sur certains sens, ils sont beaucoup plus développés chez eux que chez nous. Et ça va leur permettre en fait de sentir des choses que nous on ne voit pas, comme des mondes parallèles. Et du coup, les chiens vont
vont commencer à développer ces capacités. Et à mon sens, à s'individualiser un peu aussi, dans le sens où comme ils vont grandir intellectuellement, etc., ils vont se singulariser. Et au fur et à mesure, ils vont créer une espèce de société des animaux. C'est-à-dire que c'est pas seulement la société des chiens, mais ils vont inclure tous les animaux. Et ils vont bannir tout ce qui faisait du mal chez les hommes. Alors dans l'histoire, les hommes bannissent le meurtre, la guerre à une certaine période. Et il y en a plus, il y a plus de meurtre. Voilà, c'est ça. Les animaux vont, enfin en tout cas les chiens vont imposer ça aussi au monde des animaux, c'est-à-dire que le loup ne chassera plus la brebis, etc. Même s'il en a envie, parce que l'envie reste. C'est ça qui est un peu fourbe. Et j'ai l'impression que Simak il critique un peu ce truc de bousculer l'ordre naturel. En fait, de tellement le bousculer que tu en viens à créer d'autres problèmes. Parce que les animaux, ils ont pas l'air bien non plus. L'ours, le loup, alors certes, ils vivent en paix avec ces autres animaux, ils vivent en harmonie, mais ils ont l'air d'avoir des sacrés problèmes psychologiques, quoi. Il y a une espèce de personnes qui vivent en eux, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'en même temps que les chiens évoluent, c'est-à-dire tendent un peu vers ce que l'humain tend, enfin, d'essayer de devenir plus intelligent, de développer des choses, de faire grandir leur civilisation de chiens finalement, même si à la base ils en ont pas conscience, ils vont arriver à un point où eux-mêmes vont imposer, comme l'humain a imposé sur le monde naturel, et c'est ça qui va quelque part créer leur perte. Tu vois ? Parce que ça va créer des tensions, ça va créer des situations qui sont en fait pas prévues dans la nature et qui n'ont pas de solution. Tu vois, la solution elle vient par le loup à faim a besoin de manger un poulet, il faut qu'il chasse une poule. Enfin, tu peux pas juste remplacer la poule par... c'est contre nature, quoi. C'est ça. Et il y a cette espèce de tension qu'on ressent aussi chez les humains, mais qu'on ressent d'autant plus chez les animaux, et c'est là où l'anthropomorphisme est intéressant, c'est que ça permet d'accentuer des éléments que nous on voit déjà chez l'humain, mais comme on le vit de nous-mêmes, on aurait peut-être moins ce recul de se dire ah ouais, en fait c'est peut-être pas si naturel d'agir comme ça, parce que finalement est-ce que l'homme agit encore naturellement, à part quand il va aux toilettes et qu'il mange, et quand il se reproduit peut-être à la limite, et encore là tu vois, il y a peut-être plus, enfin on est passé à autre chose que juste la reproduction. Et puis c'est peut-être plus facile de nous le faire voir sur des animaux, en fait, c'est ça que tu me dis. Oui, c'est ça, c'est que ça permet en fait d'accentuer, de mettre un coup de projecteur sur un élément précis, même si on pourrait mettre sur d'autres choses chez les animaux. Sur d'autres trucs, bien sûr. Ouais. Au moins c'est évident, tu vois, c'est clair, c'est net. Et moi, je vis avec un chien, donc je sais ce que j'attends d'un chien. Donc s'il agit différemment que ce que j'attends d'un chien, je vais me dire, attends, est-ce qu'il a évolué, ou si demain il se met à jongler en marchant sur deux pattes, ça va être chaud quand même. Hein. Incroyable. Je suis sûr qu'il en serait capable. Ouais, et puis tu pourrais te faire du fric en plus, c'est bien ça. C'est ça. J'en serais très heureux, tu vois, qu'il fasse des trucs que je m'attends pas à ce qu'il fasse, mais est-ce que ce serait bien en fait qu'il fasse d'autres choses que ces choses de chien? Est-ce que c'est fondamentalement positif? Ouais, bien sûr. Ouais. Après, ce qu'il essaye pas de nous dire, que de toute façon, chaque civilisation, entre guillemets, est pas vouée justement à évoluer, à commettre des erreurs, à avoir certains réflexes, et que même si on essaye de nous changer, parce que bon, c'est vrai que dans la société actuelle, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui... Je pense au développement personnel, au machin comme ça, qui essayent de changer des traits de comportement qu'on a ou qu'on n'aime pas, alors que, je veux dire, fondamentalement, on a tous une façon d'être, une façon de faire. Donc je te parle pas de tuer des gens, là, c'est pas... Oui, c'est pas voilà, mais tu vois ce que je veux dire. Après, il faut aussi accepter qu'on ait qu'on ait des instincts, des pulsions, des machins comme ça, et je pense que c'est ce qu'il essaye de mettre aussi en relief, c'est est-ce qu'il faut vraiment aller contre son instinct d'humain ou quoi que ce soit. Je sais pas. Moi je pense qu'il est plus sur ce registre-là bon, il y a la technologie, mais le fondement n'est pas le rejet de la technologie, et c'est plus l'évolution des espèces et des civilisations. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai compris, et notamment en filigrane, il y a la civilisation des fourmis qui évolue aussi. Oui, c'est vrai. Et elle va aboutir à un moment où elle va concurrencer celle des chiens. Et on sait pas tellement comment ça s'est terminé, en fait. On nous laisse un peu là-dessus, c'est bon, voilà, il se passe un truc, et ceux qui se font avoir à chaque fois, c'est les robots. Parce
que les robots ils doivent servir les humains, après ils servent les chiens, servent et les chiens, doivent ouais. servir les fourmis. C'est ça, ouais, parce que c'est vrai que les fourmis, j'avais oublié ce passage, mais ils en sont arrivés à un niveau où ils arrivent carrément à l'ingénierie, en fait. Ils arrivent à construire des cheminées, des trucs de ouf, justement, sur l'expérience d'un... Comment on appelle ça ? Je m'en souviens plus le nom qu'il leur donne. Mais, d'un débutant. Des mutants, voilà, exactement, qui s'étaient amusés à faire une expérience. Et du coup, cette expérience s'est transformée en véritable civilisation intelligente, quoi. Sachant qu'à la fin, elles font même des espèces de puces pour obliger les chiens d'aller bosser pour elles. C'est pas donc, super, ça. Voilà, si le diable n'est pas le capitalisme. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu vois, j'avais carrément zappé ça. J'avais carrément passé ce passage. Et justement aussi, la partie, parce qu'on va parler aussi un petit peu de la partie SF, parce qu'à un moment, l'humain donc quitte la Terre. Et c'est une partie que j'ai trouvé aussi intéressante, parce que l'homme arrive à un niveau de conscience à un moment en se transformant en ce qu'on appelle un dormeur. En dromeur. Dromeur. Non, c'est pas ça. Ouais, si, c'est ça. Alors, c'est moi, je dis dormeur. Dormeur, mais il me semble que c'était un dromeur. Enfin bon, bref, soit un dormeur, soit un dromeur. Donc il arrive à se transformer en dromeur, on va les appeler comme ça, qui est un être conscient, qui a un niveau de conscience extrêmement élevé, limite divin, en fait. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que justement, on suit à un moment un personnage qui arrive à se transformer, on arrive à avoir ses pensées, et il se dit, putain, mais c'est ouf tout ce qu'on peut savoir et tout. Et en fait, à la base, ils sont censés être transformés pour voir ce qui se passe et ramener les informations aux humains. Et que là, une fois qu'il accède au savoir et à tout ça, il se dit, bon allez, Osef, je me barre. Et du coup, le mec se barre transformé en drummer comme ça pendant 1 an ou 2, je crois. En termes de temps, j'ai plus. Oui, il revient finalement quand même pour. Mais après, il revient. Mais les autres doivent savoir. Mais voilà. Mais du coup, la question est de savoir si ça vaut le coup de le dire ou pas. Là, je vais pas trop spoiler, mais cette question qui reste en suspens, c'était quand même assez intéressant de savoir si justement la vérité doit être dite ou pas. Déjà, ce que je trouve intéressant et qui est assez original pour l'époque, c'est que à ce moment-là, avec les avancées notamment sur la conquête spatiale, etc., il y a cette idée que le salut de l'humanité peut passer par le fait de partir de la Terre. Tu vois, on va évoluer parce qu'on va aller au-delà de la Terre. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est certes, on va évoluer si on va au-delà de la Terre, mais on sera plus des terriens, on sera plus des humains. Et du coup, ça va pas empêcher la fin de la civilisation. Non. C'est finalement ceux qui vont rester, qui vont faire perdurer l'héritage de l'humain, qui va permettre à ce que l'humanité existe encore. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que dans la SF, notamment à cette époque-là, il y a quand même cette idée que le futur, c'est les étoiles. Alors qu'en fait, pas vraiment. Et les chiens, une des solutions qu'ils ont trouvées pour pas se faire... pour pas disparaître à cause des fourmis, c'est d'aller dans les mondes parallèles qu'ils ont découverts. Mais du coup, est-ce qu'ils sont encore des chiens s'ils changent de monde ? Ouais. Tu vois, est-ce que ça va pas les obliger à devenir autre chose que ce qu'ils sont ? Parce que, en bien ou en mal. Parce qu'il y a des nouvelles règles, il y a des nouvelles façons de faire, et c'est ça, oui. Et les humains qui vont atteindre un nouveau niveau de conscience, justement, etc., c'est pas un bien ou un mal, c'est juste autre chose qu'un humain, en fait. C'est aller ailleurs. Et d'ailleurs, cet humain, il part avec son chien, son vieux chien, qui du coup gagne une nouvelle jeunesse, en fait. Ouais, et le chien, lui, il veut pas revenir. Et une des raisons pour lesquelles il veut pas revenir, c'est parce que il vit dans un monde d'humains, et que du coup, il a du mal à communiquer avec les humains. Alors que quand il est en dormeur, là, il peut communiquer avec toute la vie, en fait, tout ce qui est vivant. Et c'est ça qui lui plaît, qui lui fait dire, moi, je reviens pas. Parce que, en fait, on n'a jamais eu une telle fusion, mon maître et moi, sachant qu'à ce moment-là, c'est plus son maître, puisqu'ils sont à un niveau de conscience égal. Enfin, voilà, mine de rien, ça brasse beaucoup de choses avec des éléments qui peuvent paraître un peu simples, on va dire, parce que l'idée, c'est juste, on va sur une planète, on se transforme, et puis on devient autre chose, mais ça fait poser des questions. Et je trouve que là-dessus, il s'en sort assez bien, c'est-à-dire que il y a quand même cette partie fable assez simple, c'est-à-dire n'importe qui peut comprendre l'histoire. Et ensuite, si on creuse un petit peu, il y a ces questions qui ressurgissent. Mais ces questions, voilà, elles auraient pu, à mon sens, être traitées un peu différemment. Et le contexte dans lequel elles s'inscrivent m'a pas inspiré, en fait. C'est ça que je trouve dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça que l'œuvre est faite. Et du coup, faut prendre le parti et retirer ce qu'on a à en retirer dedans, quoi.
Et d'ailleurs, la question qui se pose quand ils sont à cet état de conscience égale, justement, quand ils reviennent, c'est de le dire ou pas aux humains. Et la question qui se pose, c'est si on le dit, est-ce que tout le monde ne voudra pas se transformer en drummer, justement, et là, la civilisation courrait vraiment à sa perte, parce que concrètement, il resterait plus d'humains, quoi, au bout d'un moment. Il y a cette idée de passer la crise, comme chez Asimov, c'est-à-dire on arrive à un moment où on se dit on va jamais s'en sortir. Ouais. Et finalement, on s'en sort, mais ça ne fait que repousser l'échéance chez Simak. Tu vois, c'est que de toute façon, on le sait puisque c'est les chiens. Nous, on lit un document de la civilisation des chiens. On sait que la civilisation des humains va disparaître. La question, c'est comment, pourquoi. Et on se rend compte que chaque nouvelle est un élément d'explication. En fait, il s'est pas passé un truc. C'est un enchaînement d'événements qui vont amener à cet état de fait, en fait. Et cet état de fait, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est est-ce qu'il n'est pas inéluctable ? Et à ce moment-là, quel est l'intérêt d'aller contre ? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que cela nous rapporte d'aller contre ? Eh ben c'est marrant que tu dises ça, parce que le sentiment que j'avais en le lisant, c'est que s'il y avait quelque chose d'inéluctable, justement, c'est que c'était à chaque fois reculer pour mieux sauter, que même s'il y avait des solutions ou des pseudo-solutions qui étaient trouvées à un moment donné pour essayer de pallier une crise ou quoi que ce soit, et ben que quoi qu'il en soit, quelques temps après, il y aurait une autre crise qui arriverait et qui précipiterait plus ou moins l'humain à sa chute. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on part d'un texte qui se passe, je sais plus quelle époque, et qui se termine des milliers d'années après, et la question c'est toujours la même en fait, c'est toujours une question de survie, et on a l'impression qu'on arrive toujours à repousser l'échéance, mais c'est une échéance au final à court terme, et je me demande si c'est pas ça aussi qu'il essaye de nous dire, en fait, accepter le fait qu'au bout d'un moment de toute façon l'humain disparaîtra. Et alors oui, c'est peut-être bien d'essayer de se raccrocher aux branches après pour essayer de perdurer un tout petit peu, mais finalement les gars, faites attention parce que ça arrivera, et ça il faut l'accepter. Oui, c'est ça, c'est arriver à comprendre si le mal si le remède est pire que le mal, ça vaut peut-être pas le coup de prendre le remède. Ah ouais, exactement. Puis après, nous, en tant qu'humains, en tant que civilisation, il faut aussi qu'on arrive à accepter le fait qu'un jour on disparaîtra. De toute façon, c'est entre gros guillemets, c'est écrit ça. Et c'est un peu comme la question de la mort à notre échelle, parce que là, la question de la disparition des civilisations, elle se passe sur des milliards d'années, parce qu'avant qu'on s'éteigne, il y en a quand même pour un bout de temps. Mais il faut l'accepter quand même, pour les générations qui viennent et tout. Alors après, est-ce que partir sur une autre planète, ça changera quelque chose ou pas, ça j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est inéluctable. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'il essaye de nous dire aussi, Simak, c'est les gars, voilà, faut s'y faire. Oui, c'est, pour moi, ça rejoint un peu aussi ce qu'il nourrit aussi dans son écrit, c'est cette question de la foi aussi, même si il n'y a pas tellement de questions de religion dans le livre. Hein. Non, même quasiment pas, il me semble pas. Hein. Ouais, je vais pas souvenir que ça s'appuie beaucoup dessus, mais il y a quand même eu cette idée de croyance et de foi. Par des petits éléments, ne serait-ce que le personnage de Nathanaël, c'est un chien. C'est, je crois, le premier chien qui parle. Parce que alors Nathanaël, c'est ce qu'on appelle un nom théophore. C'est un nom qui contient celui d'une des divinités. Donc c'est en hébraïque. Et dans l'évangile selon Jean, Nathanaël est appelé à devenir un disciple de Jésus. Son nom signifie donné par le Seigneur ou don de Dieu. Donc voilà, c'est l'humain qui lui apprend à parler. Et donc ça, pour moi, il y a vraiment cette question de passation en fait. C'est à ce moment-là que l'homme devient un dieu pour les chiens. Et qu'il commence déjà le déclin de la civilisation. C'est que si tu deviens un dieu vénéré, etc., t'es voué à disparaître, puisque la divinité, c'est l'immortalité, c'est un pouvoir plus qu'humain, c'est au-delà du naturel, en fait. On est dans le surnaturel. Enfin, pas tout à fait, ce serait un peu galvaudé de dire ça, mais dans l'idée, voilà, c'est quelque chose qui est au-delà, en fait, de ce qui existe. Et donc, à mon avis, j'ai l'impression que c'est comme une manière de marquer le début de la fin. Et dans cette idée-là, donc je parlais de la religion, puisque dans beaucoup de religions révélées, ou même de religions tout court, même qui ont disparu, il y a cette idée de continuité après la mort. Et du coup, le fait que ces humains existent encore à travers les textes,
il y a cette continuité après la mort. Et du coup, la civilisation humaine en tant que telle n'existe pas, mais le souvenir de l'humain existe encore, puisqu'il est étudié par les chiens. Il est débattu de savoir si les humains ont existé ou non, et quelle entité c'est en fait. Est-ce que c'était vraiment des dieux ? Dans ce cas-là, qu'est-ce que signifie être un dieu pour les chiens ? Déjà là, ça pose des questions. Et ensuite, si c'est pas un dieu, quel est le lien qu'il a avec la civilisation des chiens ? Pourquoi il a disparu ? Pourquoi ? Enfin, ça pose tout un tas de questions. Et on se pose un peu la même en fait avec nos propres religions. Enfin, il y a quand même... Il y a cette idée de vie après la mort qui est assez récurrente. Il y a aussi cette idée de personnages dans les récits des grandes religions. Est-ce qu'ils ont vraiment existé ? Est-ce que Jésus était vraiment le fils de Dieu à proprement parler ? Ou est-ce que c'est un personnage historique à qui on prête le fait d'être fils de Dieu, tellement il a été important à un moment, où il a fait des choses extraordinaires, ou tu vois. Enfin, je trouve que ça renvoie aussi à cette idée de s'interroger sur la croyance, comment est fondée la croyance. Est-ce que c'est des faits historiques ? Est-ce que c'est notre regard contemporain sur des choses tellement anciennes qu'en fait on n'est plus capable de faire le tri entre le vrai et le faux ? Et ça donne encore une autre dimension au récit. Et ça se trouve, ce livre-là justement de contes, c'était des contes pour les chiens en fait, est-ce que ça ne deviendra pas leur Bible aussi plus tard ? Parce que c'est une toute jeune civilisation, est-ce que ça se trouve elles vont pas évoluer comme la nôtre, pour après peut-être aussi commettre les mêmes erreurs, les mêmes choses que nous après, c'est pas. Peut-être pas les mêmes erreurs, puisque c'est pas les mêmes individus, mais elle va aussi... c'est une civilisation, donc elle va s'effondrer. Mais est-ce que leur souvenir va pas perdurer sous une autre forme de vie, parce qu'ils auront laissé une marque ? Parce que grâce aux chiens, cette forme de vie aura pu commencer sa propre histoire, etc. Là, je le vois un peu comme ça, comme une sorte de continuité. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une continuité dans la vie, puisqu'il y a toujours des choses vivantes. Et dans cette vie-là, à un certain moment, il y a un type de vivant qui va dominer le reste, on va dire, et qui du coup va créer une civilisation qui va se distinguer de la nature. Mais elle sera pas éternelle, et du coup on va passer encore à autre chose, et puis encore à autre chose, ainsi de suite. C'est ça. C'est le cycle de la vie. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ça me paraît bien. Bon du coup, il y a des choses à dire, et assez intéressantes, en plus de ça. Ouais, dans le prochain, on va un peu se reposer le cerveau, je pense. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, c'est ça. Mais après, il y aura des trucs à dire aussi. Mais si, c'est très bon bouquin. Qu'est-ce qu'on fait ? On tease pas, on garde la surprise C'est un classique de la fantasy, et c'est anglais, pardon, j'allais dire c'est américain, mais il est anglais en fait. Il est anglais, ouais. Et il a participé à des projets musicaux aussi. C'est vrai. Alors sur les sites, ça va être trop facile après. Ah oui, donc on va se taire. En attendant, comme d'habitude, de toute façon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Aussi sur YouTube. Donc à ce sujet, n'hésitez pas à nous laisser soit des commentaires, soit des étoiles, soit des pouces, soit selon le réseau. Je vous dirais, ça nous aiderait beaucoup, ne serait-ce que rien que pour référencement, essayer de nous faire monter un petit peu. Et puis ça nous fait plaisir aussi. D'ici là, nous on se retrouve dans 2 semaines. Ou alors peut-être un peu plus, parce que je crois qu'on a d'autres trucs à caler entre le prochain épisode et celui-ci, non, c'est ça ? Il y aura un épisode dans 2 semaines, c'est sûr. La question, c'est ça. Lequel ce sera ? Est-ce que ce sera une interview ? Est-ce que ce sera... On sait pas. Ouais, alors, là, j'ai vu on a vu le programme de cette année, il y a du lourd. Ah, c'est vrai, ouais. Voilà, c'est juste, restez à l'écoute, quoi. Voilà. Voilà, on a des trucs à dire, on a des trucs à faire, c'est bien cool. Donc, d'ici là, lisez bien, lisez beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines, et bonne semaine. Salut. Salut.